Aujourd'hui, la saison du Bélier, troisième épisode de l'année 2021. Vous écoutez Alchimie du ciel. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Bonjour, salut tout le monde. Alors, c'est notre nouvel an à nous, astrologues, ce passage du signe des poissons à celui du Bélier au moment de l'équinoxe de printemps. Et c'est d'ailleurs de ce sujet que nous discuterons dans la deuxième partie de ce podcast avec pour thème célébrer l'équinoxe. Mais avant ça, on va regarder les aspects de cette saison du Bélier 2021. Le Soleil traversera ce signe du 20 mars au 19 avril et va réveiller cette énergie de feu qui caractérise si bien ce premier signe du zodiaque. On va commencer comme d'habitude avec un mot, une idée. Caroline, Sophia, pour introduire l'archétype du Bélier. Bah, pour moi, je repensais à cette vision. Je relisais un livre de Lise Green sur le bélier et qu'on associe beaucoup le bélier à cette énergie de feu, d'impulsion, de nouvelles graines. Et on oublie souvent, notamment quand on voit aussi sa dimension mythologique où beaucoup de héros solaires sont liés au signe du bélier, qu'il y a aussi une quête très spirituelle dans le bélier. Le régent ésotérique du bélier est Mercure. Donc il y a aussi quelque chose, je trouve, avec le verbe précède l'action. Et je trouve qu'on l'oublie beaucoup dans le bélier. Et on oublie beaucoup finalement que le verbe est créateur avant de pouvoir semer cette impulsion de feu. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose dans le bélier de très pionnier et que son défi, c'est toujours cette prise en compte de l'altérité. Et je pense que c'est ce qu'on verra aussi dans les aspects où il y a Vénus qui est présente aussi dans cette saison du bélier. Vénus en bélier, qui pour les anciens n'est pas forcément très à l'aise dans ce signe. Donc je pense que c'est toujours intéressant de voir ce signe et aussi de voir chaque mois à la lumière des aspects comment finalement on va nuancer ou intégrer ou peut-être aussi connecter avec cette énergie différemment. Et à un niveau plus personnel, je trouve que c'est pour le lent taureau que je suis, je me rends compte que les béliers autour de moi ou dans la vie aident justement le taureau à impulser. Et c'est ce feu jaillissant, un petit peu comme le glyphe du bélier. Je sais que c'est le bélier, mais c'est aussi le feu qui jaillit, le premier feu. Donc il y a aussi quelque chose de, je sais pas, de spontané, d'innocent aussi dans ce printemps du bélier. Oui, j'avais, ce qui m'est venu avec l'énergie du bélier, c'est cette expression promesse d'un nouveau jour. Parce qu'en fait, l'archétype du bélier porte encore aussi ce sentiment de connexion forte avec le grand tout qu'on a trouvé en poisson et qui continue donc à se manifester dans le bélier, ici par le fait de reprendre, de recommencer le cycle. Et donc de continuer le cycle aussi. Donc ça nous renvoie de nouveau à la connexion permanente entre toutes choses et à la possibilité surtout ici d'intervention personnelle peut-être. Nous sommes ici demandés de participer activement avec ces énergies et ça vient réveiller ou en tout cas questionner peut-être le courage, la volonté, la possibilité de l'aube, mais vient aussi parler de la naïveté nécessaire à la mise en mouvement de quelque chose dont on ne connaît pas ce qui va suivre. Et oui, et tout ça, ça me fait penser que ce sont des attributs en fait de ce signe. moi, j'ai envie de dire exalté, comme le soleil dans ce premier signe de printemps. Et donc, il est un peu à l'image du héros, animé par sa quête, celui qui avance inlassablement vers l'accomplissement de lui-même. Il est pour moi cet adolescent qui se cherche, essaie, rate, risque, prend peur, mais dont l'énergie est infinie, car elle se régénère sans cesse dans l'action. Il est mis en mouvement par son désir, cet adolescent. Il abrite en lui une pulsion de vie qui bouillonne et qui lui permet peut-être d'émerger en tant qu'individu séparé de ce grand tout dont tu parlais, Sophia. Et c'est sans doute, et c'est intéressant, je trouve, au regard des aspects aussi qui nous sont donnés à ressentir ce mois-ci, c'est sans doute que lorsqu'il côtoie la mort pour la première fois, ou en tout cas les énergies de l'ombre, qu'il dépasse sa peur de mourir et accomplit sa véritable destinée.
Voilà ce que Ouais. j'avais envie de partager pour le bélier. Alors, on va vous proposer notre alchimie du ciel, en quelque sorte, des aspects du 20 mars au 19 avril, en se concentrant sur les planètes donc les plus concernées par ce signe du bélier. Mars, qui est en Gémeaux, hein, tout d'abord. Vénus, qui restera conjoint au Soleil dans le signe du bélier pendant toute cette saison bélier 2021. Vénus qui sera rejoint par Mercure, qui va traverser pendant 3 semaines rapidement le signe des poissons et qui va ensuite traverser celui des béliers en accélérant. Et puis, on regardera finalement les aspects que ces 3 planètes, hein, Vénus, Mercure et le Soleil, formeront à Pluton, qui est en Capricorne. Dire aussi qu'on est toujours imprégné par les énergies de la nouvelle lune Poisson du 13 mars. Hein. Et donc, au moment de l'entrée du Soleil en Bélier, cette nouvelle lune agit toujours. Ce que j'ai trouvé, moi, intéressant, c'est que le lendemain de l'entrée du Soleil, la lune formera le carré au Soleil. Ce sera le 21 mars dans le signe, dans le signe du cancer, et ça va peut-être, ça pointe en quelque sorte, je trouve, la promesse de personnalisation du signe bélier et à ce qui demande à naître en cette période particulière de l'année. Je vais commencer avec Mars en Gémeaux, qui se trouve en carré du signe des Poissons, qui est encore très actif. Mars, c'est une planète importante pour le signe du bélier. C'est ce dieu de la guerre, Mars, celui qui n'a pas peur de trancher et qui a une énergie qui est tournée vers l'action. Et en cette saison, donc Mars poursuit sa traversée du signe des Gémeaux. Il est entré le 4 mars et restera jusqu'au 23 avril. Et c'est sans doute le moment de tourner notre regard, notre conscience vers cette planète. Alors le bélier rime souvent avec nouveau départ, avec commencement. Et ici, Mars est dans un signe d'air, un signe mutable. Et on dit souvent que l'air attise le feu. Et donc on devrait avoir un réveil printanier, très aérien, avec cette énergie adolescente, cette énergie de mouvement, cette énergie de curiosité qui guide nos actions, et parfois avec un certain éparpillement, toujours, avec ce signe des Gémeaux. Moi, ce qui m'est venu, c'est que Mars en Gémeaux, il peut être assez piquant dans le verbe. Ça m'a fait penser à cette phrase de Sartre qui disait « Longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée ». Et je trouve que c'est une bonne devise pour ce Mars en Gémeaux. Il cherche peut-être à s'extraire d'une certaine nébuleuse du signe des Poissons, où en plus c'est Mercure, donc la tête est peut-être encore dans ces grandes eaux du signe du Poisson. Et puis ce Mars en Gémeaux, il est porté par son désir, par son élan, par son feu intérieur. Et puis c'est un signe, le Gémeaux, où la lumière est à son paroxysme. Et donc, il n'est pas facile peut-être de faire de la place à ces forces de l'inconscient collectif qui bouillonnent encore en nous en cette sortie de saison des poissons, où il faut à la fois peut-être se libérer d'une certaine matrice et en même temps puiser dans l'imaginaire ce dont on a besoin pour nourrir nos actions futures. Et ça me refait penser à la phrase de Sartre, puisque cette phrase, c'est « Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée, à présent je connais notre impuissance, n'importe, je ferai des livres, cela sert tout de même ». Voilà, donc je trouvais que ça parlait bien de la dualité de ces énergies. Et puis, c'est un adolescent qui peut-être cette année a intégré une forme de maturité. Il se relie par un trigone à Saturne, qui donne certainement à ce Mars une forme d'engagement, de détermination, une certaine assurance dans les décisions qu'il prend. Je me suis dit, soit parce qu'il est soutenu par une autorité ou parce qu'il est devenu sa propre référence avec ce Saturne en Verseau. Un moment important pour moi de ce Mars Gémeaux, c'est la conjonction qu'il fera avec le nœud nord. Ce sera le 26 mars.
Le nœud nord, classiquement, en astrologie, montre une sorte de direction, on pourrait dire. Et je crois qu'avec avec le ciel qui nous est présenté, avec cette conjonction Mars-nœud nord, cela favorise les initiatives individuelles, voilà, une certaine énergie qui tente péniblement peut-être de s'extraire comment dire, du collectif, de prendre une place plus autonome dans le collectif, de faire entendre un autre discours. Ça m'a aussi fait penser à ce que tu pouvais dire, Sophia, sur le fait de comment dire, réinventer un nouveau langage social et un nouveau discours. Voilà. Surtout que ce qui est très intéressant, c'est qu'au début de la crise sanitaire que l'on traverse, Mars franchissait le nœud sud. C'était en février 2020. Et il a accepté pendant toute cette période de se confiner en quelque sorte, en tout cas de faire diminuer comment dire, la puissance d'action qui peut être la sienne. Et voilà qu'il franchit le nœud nord. C'est la première planète, en quelque sorte individuelle, à le faire. Et je prends le pari, moi, qu'en quelque sorte, il ne se laissera plus compter de la même façon, qu'il cherchera à faire entendre une autre version de l'histoire. Et toute la question, je crois, entre cette dialectique, entre ce Mars Gémeaux qui est un pionnier, qui ouvre la porte, et ces énergies encore très puissantes du signe du poisson, c'est est-ce qu'il va réussir à se faire entendre? Est-ce que peut émerger une voix singulière? Est-ce que ce sera des coups d'épée dans l'eau, finalement? Puisqu'on est toujours absorbé par ces forces poissons qui veulent le garder peut-être prisonnier encore. Et on verra peut-être avec ce que vous allez aussi développer sur les autres aspects, ce qu'il en sera à la fin du mois. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce Mars Gémeaux. Très bien. C'est drôle, l'idée du... J'avais pas remarqué ça, le passage de Mars sur le nœud sud l'année dernière. Et là, tu dis c'est le 26 mars, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est intéressant parce que le 26 mars, si je ne me trompe pas... C'est le jour de Soleil, la conjonction, Vénus, voilà. du Vénus Star Point, ouais, qui Voilà. est d'ailleurs le second aspect qu'on voulait développer. Ce qui est aussi intéressant, hein, puisque je trouve que Vénus et Mars, hein, parfois en astrologie, on les appelle les amants cosmiques. Et Vénus donc, sera, comme on l'a dit, dans le signe du Bélier. Hein, elle a sa conjonction au Soleil le 26 mars, que certains appellent, alors sans rentrer dans la complication du langage astrologique, le Vénus Star Point. Hein. Pourquoi? Parce que chaque fois que le Vénus et Soleil se rencontrent, et au bout de quelques années, en fait, il se dessine dans le ciel une étoile à 8 branches. Si on fait le... Il y a quelque chose... ah oui, à 5 branches, pardon, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'on voilà. on associe, c'est sur 8 ans. 8 ans, c'est exactement ça, oui. Je me dis, mais il y a un 8 quelque part, oui, comme ça. Hein. Et je trouve que ce qui est fort aussi, hein, comme je le disais en début, Vénus dans le signe du Bélier, hein, les anciens disaient qu'elle n'était pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que Vénus régit la balance. Et Vénus en balance, hein, c'est le signe de l'altérité, de la prise en compte de l'autre, de l'harmonie. Et on voit bien que ce qu'on a décrit en début, hein, les qualités du Bélier qui sont des qualités d'un besoin quelque part d'individualisation, comme tu le disais, de trancher avec l'épée. Une Vénus dans ce signe-là n'aime pas forcément trancher. Alors que peut-être si on la regarde d'un point de vue moderne, elle me fait un petit peu penser à une Vénus qui serait plus amazone, c'est-à-dire qui aurait besoin, si Vénus se rapporte aux valeurs, au champ magnétique aussi, elle va avoir besoin quelque part que ces valeurs reflètent une forme d'individualité, que ses désirs, que ses envies réveillent en elle le feu de son indépendance. Alors peut-être toujours dans des activités vénusiennes, ça peut être une certaine indépendance dans ses relations ou aussi initier un projet artistique, un projet créatif. Hein. Et la particularité ce mois-ci, c'est qu'elle va rencontrer 2 jours après, hein, le 28 mars, Chiron, ou Chiron. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Moi, je pense que c'est parce que je l'ai étudié en différentes langues. Je ne sais jamais, on va dire Chiron ou Chiron.
Et Chiron, alors dans le langage astrologique, on associe beaucoup Chiron à l'archétype du thérapeute blessé. Et moi, je vous expliquerai pourquoi. Je trouve que de plus en plus, il est plus un passeur. Chiron, il a déjà une orbite particulière. On dit que c'est un planétoïde. C'est pas vraiment une planète, c'est pas vraiment un astéroïde. Et beaucoup expliquent qu'il est venu dans le système solaire en 77, qu'il est venu pour nous aider de passer d'un monde à l'autre. Et je trouve qu'il est très présent actuellement. Et Thomas, tu expliquais que Mars était très présent au début de la crise. Et je crois que dans la première, je ne sais plus si c'était la pleine lune en mars 2020, il y avait justement Chiron aussi qui était Chiron Lilith qui était en carré aussi au nœud. Et je trouvais que pour déchiffrer un petit peu le langage symbolique de l'astrologie, il y avait peut-être toute planète qui est en carré au nœud, c'est quelque chose qu'on doit récupérer quelque part dans le collectif. Et on l'avait vu, et je vous invite à réécouter le premier podcast qu'on a enregistré pour les années 2021, où un des aspects très soutenants cette année était le sextile entre Chiron et Saturne. Donc Chiron, comme je le disais, il est apparu dans le système solaire, et on dit d'ailleurs qu'il pourrait repartir, puisqu'il a une orbite un petit peu particulière. Il est venu nous initier. Il est venu nous initier quelque part par une forme de blessure, une blessure assez mystérieuse, puisque quand on regarde sa mythologie, alors il y a différentes versions, mais il reçoit quand même la visite de son ami Héraclès qui revenait de ce combat avec l'hydre. L'hydre, c'est ce monstre à plein de têtes qu'il faut mettre la tête sous le rocher pour remettre à la place quelque part notre mental. Et il est blessé accidentellement au genou. Et donc, il est immortel, mais il souffre d'une blessure mortelle, donc il va chercher quelque part à se guérir. Alors, dans certaines versions du mythe, il est déjà sensible aux plantes, il est déjà sensible à l'astronomie, c'est déjà un mentor de nombreux dieux. Mais il y a cette quête un petit peu de se guérir en guérissant l'autre. Et donc, sur Vénus, on peut faire l'hypothèse surtout que Vénus va nous accompagner proche du Soleil, donc dans la lumière du Soleil, tout ce mois. Je trouve que Chiron, il vient toujours, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il vient toujours d'abord, il se manifeste un petit peu, il va nous appuyer là où il y a un déséquilibre. Donc, par rapport à des thématiques vénusiennes et du bélier, on pourrait peut-être imaginer quelque chose en lien justement avec notre identité dans nos relations, avec notre feu personnel, avec nos valeurs, aussi avec notre capacité quelque part d'exister, et de se sentir légitime. Je trouve qu'on associe parfois plusieurs blessures à Chiron, d'illégitimité, d'injustice, de rejet. Mais dans le signe du bélier, il y a vraiment cette identification aussi possible à la blessure, à une blessure très, je trouve, d'existence même. C'est vraiment le fait d'être incarné et de pouvoir dire je suis. Et je parlais de cette connexion au verbe aussi, mais de pouvoir peut-être dire nos valeurs, et dire et donc agir en conséquence. Je trouve qu'il y a ce besoin d'alignement dans le signe du bélier. Et Chiron, il vient toujours quelque part nous appuyer d'une façon assez... je ne sais pas si c'est sourde, mais c'est quelque chose en nous comme ça qui a cette inadéquation, ce sentiment aussi. On parle parfois d'outsider pour Chiron. Pourquoi ? Parce qu'il est rejeté par son père qui est Chronos, c'est la nymphe Pyrrha, parce qu'il est monstrueux. Donc il y a aussi quelque chose avec Vénus, qui est quand même la déesse de la beauté, dans le bélier. Il peut aussi peut-être venir nous toucher dans ces endroits où on se sent monstrueux, entre guillemets. Et monstrueux, je crois que l'ancien français, c'est mostrare. Donc c'est montrer quelque chose en nous. Donc Chiron, il vient aussi nous montrer... là où ça fait mal, là où peut-être l'autre nous fait mal, parce que quand même, il y a quand même toujours la balance. Il y a aussi, on le verra, il y a des choses avec le Capricorne, donc avec Pluton. Donc il y a toujours aussi ce besoin d'aller chercher quelque chose en soi. Et c'est le venin et l'antidote. C'est-à-dire que Chiron, moi je trouve toujours, et ce mot, il est qu'en français, c'est apprivoiser. Chiron, la blessure de Chiron, elle nous demande à être apprivoisé. Je ne sais pas si on... Et je sais qu'actuellement, il y a toutes ces techniques de guérison et peut-être que je vais aller à contre-courant de ce qui est dit, mais je trouve que la blessure profonde de Chiron est quelque chose qu'on apprivoise parce qu'on voit, comme dit Rumi, qu'elle nous laisse rentrer la lumière, elle laisse rentrer la compassion. Chiron, c'est le père de la compassion. Il était marié avec Charilko, qui est aussi un autre centaure qui peut des fois être placé dans le thème. Et c'est cette compassion à la souffrance de l'autre, c'est cette compassion...
à peut-être en bélier à l'identité aussi de l'autre, à comprendre les valeurs de l'autre et peut-être pouvoir, la promesse de ce mois, c'est si je m'aligne dans la présence à mes valeurs, je peux tisser une relation vraiment justement équilibrée avec l'autre. Je pense que la balance ne peut pas être en relation si elle n'a pas intégré ce sens du bélier, du je suis, de pouvoir, comme tu le disais aussi Thomas avec ce Mars, peut-être trancher par l'épée et peut-être qu'il y aura des discussions à avoir où il y aura le besoin de mettre en mots quelque chose, mais c'est des mots dans le bélier, puisque Mars est en Gémeaux, avec cette énergie du bélier, puisque le Soleil est en bélier, Vénus est en bélier, qui doivent être incarnés dans toutes nos cellules, dans toutes nos valeurs, qui ont cette exigence de la cohérence. Et je trouve que Chiron vient toujours nous montrer là où on n'est pas cohérent. Donc, il se peut, je trouve que quand on est réveillé, donc autour de fin mars, souvent les personnes, quand Chiron arrive, on se dit non mais c'est pas possible, je régresse, je suis retombée dans les mêmes schémas, on m'a encore activée dans la blessure, je pensais avoir fait tant de travail thérapeutique ou tout ce travail personnel. Mais en fait, Chiron, il vient de me dire regarde, et si vous regardez le glyphe de Chiron, je vous invite juste à taper, on dirait une clé. C'est la clé qui ouvre la porte et c'est la clé quelque part un petit peu mystérieuse. Et Chiron, pourquoi moi je l'appelle un passeur? Parce que finalement, il nous fait toujours passer d'un point de conscience à un autre, d'un état à un autre, avec cette humilité de Chiron que parfois, on comprend, on est parfois très doué pour l'autre, là où nous-mêmes dans notre vie, on est encore blessé. On peut passer, comme nous, astrologues, je ne sais pas, à mettre en mots le symbole de la vie des autres et parfois dans sa vie même avoir des difficultés. Chiron, il est souvent à apprivoiser dans ce sens-là. C'est-à-dire, des fois, de se sentir touché par la grâce, de se sentir touché par une connaissance qui semble venir de quelque chose de plus loin que lui. Et comme dans le mythe, il souffre pourtant toujours au genou et je ne sais pas combien de dieux il a été le mentor et il a accompagné. Donc, et comme il touche Vénus, comme on l'a dit, et touche le Soleil, je trouve qu'il y a quelque chose. On sait parfois que le Soleil aussi peut pas nous aveugler, mais il peut mettre à la fois nous aveugler et mettre en lumière aussi quelque chose par rapport à notre sentiment profond de valeur. Et je trouve que c'est intéressant que ça se passe là où Vénus n'est pas très à l'aise dans le Bélier. Donc il y a peut-être aussi d'accepter aussi une manière de vivre l'expression de Vénus qui nous soit singulière finalement, et qui n'est pas, pour faire le pont peut-être entre l'astrologie plus ancienne et moderne, je pense que c'est pas, il n'y a pas une forme, je sais pas, on pourrait dire fatalité, mais Vénus en bélier peut aussi exister justement si elle trouve sa manière unique qui répond peut-être pas au code vénusien de la balance, j'allais dire. Et si elle intègre l'épée, et peut-être à ce moment-là, en intégrant l'épée, je trouve quand même fou que Mars et Vénus, leur fille s'appelle Harmonie, dans la mythologie. Donc, je trouve qu'il y a la possibilité d'une harmonie. Mais l'harmonie de Chiron ne nie pas la blessure, sinon elle danse avec, elle passe avec, elle l'apprivoise dans sa vie et ça devient son don et elle ne sait même plus si c'est son don ou sa blessure. Et je pense que le défi, peut-être pour terminer, en bélier, c'est l'identification. Je m'identifie à ma blessure ou je m'identifie à être un guérisseur. Et finalement, c'est pour ça, je me dis, non, Chiron, c'est le passeur. Du moment où on s'identifie, on met notre personnalité en avant, donc on se coupe d'être ce canal, on se coupe d'être ce centaure plein de sagesse, de réunir le règne animal et le règne humain, le règne spirituel. On se coupe d'être tout simplement un passeur. Donc, il va nous rappeler aussi beaucoup d'humilité, je trouve, beaucoup d'humus, de terre. Et après, on le verra peut-être la saison suivante dans le signe du taureau, il va y avoir ce besoin d'être ramené dans notre terre. Le feu va se calmer pour le coup dans la terre. Oui, puis c'est d'autant plus intéressant que le bélier peut parfois s'identifier fortement à sa souffrance, à son injustice, dans un certain auto-apitoiement sur lui-même. Donc, je trouve ça intéressant de dire finalement, ces mémoires, elles me traversent, mais elles ne sont pas moi. Et je peux me réinventer en permanence, faire ce processus d'individuation et de
comment dirais, de personnalisation de mon énergie et de ce que je veux incarner en termes de valeurs, en termes de relations, en termes d'action et de manière d'être au monde. Ouais. Il y a une autre dynamique qui s'installe à partir du 4 avril. On sera donc au dernier carré de Lune. Alors, avec cette conjonction Vénus-Soleil dont tu as parlé, Caroline, elle sera marquée peut-être plus particulièrement à la pleine Lune aussi, hein, une pleine Lune en Balance du 28 mars à 8 degrés du signe de la Balance. Et puis, donc, à partir du 4 avril, peut-être un autre moment hein, de cette saison qui va s'enclencher, dernier carré de lune en Capricorne où se trouve Pluton et puis qui va nous emmener jusqu'à la nouvelle lune suivante du 12 avril, Sophia. Oui, et oui, c'est toute cette dynamique entre le Bélier et le Capricorne qui est donc réveillée. Ce qui décline et de l'autre côté, ce qui cherche à émerger. C'est comme tu disais, Caroline, c'est la quête identitaire, c'est le questionnement lié au fait de sortir d'une identification ou alors d'une situation périmée ou qui n'est plus valable pour les temps qui viennent, en fait. Et ça me fait penser aussi brièvement au mythe de... Alors, comment est-ce que vous dites en français? C'est Jason et la toison d'or, c'est ça? Oui. Je l'ai appris en anglais. Donc, c'est quelque part aussi tuer le père pour devenir soi-même un être à part entière. C'est quitter ou transformer ce qui nous aura façonné pour devenir qui on est vraiment et par nous-mêmes. C'est cette dynamique-là, Capricorne, Bélier, c'est s'affranchir d'une ancienne conscience pour une nouvelle, c'est se mettre en action pour sortir d'un blocage créatif ou lié à l'expression. Et c'est vrai que le carré de Vénus vient marquer ici la deuxième étape de leur propre cycle entre Vénus et Pluton, parce qu'ils vont être au carré l'un de l'autre en ce moment. Et ce cycle-là entre eux, il a commencé le 28 janvier dernier. Et maintenant, c'est quelque part le moment que Dan Rudyard il a appelé la crise en action, en analogie avec le premier quartier de lune. C'est donc une période qui demandera peut-être des décisions qui auront peut-être mûri depuis justement cette pleine lune dont on vient de parler en Balance, la pleine lune du 28 mars. Ou peut-être même d'avant, bien sûr. Un moment peut-être aussi pour identifier son propre pouvoir et la relation de celui-ci avec un pouvoir qui vient d'ailleurs. Il peut y avoir cette dynamique-là entre ce qui se passe en dehors de mon propre contrôle et puis qu'est-ce que moi je peux maîtriser dans tout ça et quel est le pouvoir que je peux aller identifier en moi. Et donc, c'est vrai que Vénus en bélier, dans ce signe qui est un signe de pulsion de vie, sera donc en aspect à Pluton, le dieu des enfers est forcément lié à la mort. Donc, c'est à la fois le lien symbolique entre Eros et Thanatos que Vénus vient toucher ici et qu'elle vient forcément nous demander d'explorer pour que le cycle en fait, continue de se renouveler. L'idée de continuité hein, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, peut-être que le féminin archétypal vient ici apporter peut-être une autre perception de ce qui est vécu. Et puis, le jour suivant, comme on disait, ça sera autour de Mercure et Soleil de traverser, donc, traverser ce point, ce lieu où il y aura ce carré entre Vénus et Pluton. Et donc, ils feront forcément le même aspect à Pluton pendant toute cette période. Et là, je pense que c'est le fait d'être impacté par une vision nouvelle qui cherche à émerger, une action nouvelle aussi, et puis s'affranchir, comme je disais au départ, de quelque chose qui n'est plus valable pour les temps à venir. Et
je vous inviterai dans votre thème natal peut-être à regarder où se trouve le signe du Bélier et puis celui du Capricorne et à essayer d'imaginer par rapport à ce qu'on disait dans notre podcast de la saison des poissons, à essayer d'imaginer avec tout ça ce qui est en train de se dessiner, bien sûr dans vos vies d'abord, et puis pendant toute cette saison du Bélier, qu'est-ce qui sera mis en lumière, quelle est cette continuité qui doit se réinventer maintenant, quels sont aussi ces premiers pas, peut-être confus et naïfs qu'il faudra faire aussi, et aussi où est-ce que nous manquons peut-être aussi d'un certain courage ou d'une certaine volonté pour avancer, pour identifier, pour entrer dans l'action. Et puis peut-être une question que je trouve qui est hyper importante à se poser aussi, peut-être en ce moment, c'est qui ou quoi es-tu prêt à être, en fait? Qui es-tu prêt à être, à devenir, à être? Voilà ce que j'avais à dire pour cette période et Très pour beau. ce lien entre Bélier et Capricorne. Oui, très, très beau. Qui, Et qui- donc, qui fait un petit peu... Pardon, excuse-moi, vas-y. vas-y. Non, avec Non, grand non, plaisir. non. Vas-y, Non, mais je me Caroline. disais, ça me faisait penser un petit peu qui es-tu prêt à être à ce thème aussi finalement de l'équinoxe, qui est cette renaissance dans le bélier, à quelle individualité quelque part, mais ça suppose toujours de mourir à qui on était finalement. Ah oui. Ça suppose de sortir de cette confusion du poisson où en fait à la fois je suis tout, mais si je suis tout et je suis un peu... Rien. Ça me fait toujours penser à rien, puis ça me fait toujours penser à Proté, qu'on lit souvent au poisson, qui change de forme à chaque fois parce qu'il a un don, mais il en a peur, et qui se laisse, qui est axé à l'amour inconditionnel, mais qui ne peut pas personnaliser l'amour dans la relation à quelqu'un. Et quelque part, il nous est demandé là de personnaliser quelque chose dans le bélier, que ce soit au niveau de Vénus, que ce soit au niveau de Mars. Enfin, je trouve que le bélier exige cette cohérence, je sais pas, cette présence à soi entre mes valeurs, entre qui j'agis. Et ça implique des décisions et des renoncements aussi. Et des renoncements. Et il y a toujours cette part, je trouve, moi, du sacrifice et qui continue et qui fait en quelque sorte le pont entre les poissons et le bélier, et qui est en quelque sorte cette voie Oui, ils sont imprégnés les deux. pour passer. Célébrer l'équinoxe, c'est le thème qu'on a choisi pour cet épisode. Et je voudrais commencer par introduire ce thème avec un mythe, en tout cas avec des fêtes qui avaient lieu en Grèce antique. Les Anthestéries, j'espère que je prononce bien, j'ai pas la traduction, la prononciation exacte, mais c'était des fêtes en Grèce antique qui avaient lieu à la fin de l'hiver, pendant le mois Anthestérion, le dernier mois de l'année, 3 journées de célébration qui étaient à la fois joyeuses et funèbres en l'honneur de Dionysos. Ça, elle signifie cette fête de celui qui traverse l'obscurité. Et je trouve que dans ces deux signes, en quelque sorte, cette traversée de l'hiver pour jaillir au printemps, il y a quelque chose de l'ordre de cette traversée. Le premier jour, on ouvrait le temple de Dionysos, qui était situé près du Marais. Il était ouvert une seule fois par an. Et puis, on ouvrait aussi les jarres de vin. Le vin qui avait été conçu à la fin de l'été. Et au moment où les jarres de vin s'ouvraient, les morts se répandaient sur la ville. Et je trouve ça intéressant parce qu'on associe beaucoup les morts, la fête des morts au signe du scorpion. Mais je trouve que dans cette énergie de fin d'hiver, en fait, Pluton est assez présent et assez fort. Et donc, c'était 3 jours de célébration de l'ombre où les infernaux envahissaient la ville et elle était comme inondée. Elle devenait en quelque sorte navigable et Dionysos apparaissait sur un bateau et donc il naviguait sur les flots apportant des fleurs à la ville. C'est une fête qui a donné ensuite notre carnaval moderne, hein, où le vin coule à flot.
Mais c'était aussi une fête où il y avait des rites secrets, des rites initiatiques, et notamment un rite important qui avait lieu au 2e jour de ces fêtes, où Dionysos, qui arrivait donc par la mer, épousait la reine au cours d'une cérémonie rituelle. Et en fait, en épousant la reine, il épousait la cité tout entière et assurait pour cette cité la fertilité et la prospérité. Il devenait en quelque sorte fiancé de la reine. Et puis au 3e jour, par un autre processus, il était sacrifié. En fait, Dionysos, c'est ce dieu qui passe, à la fois amant, à la fois l'enfant donné en sacrifice, celui qui se donne lui-même en sacrifice. Et ça ne va pas sans rappeler après tout le mythe chrétien et les fêtes de Pâques, bien entendu, qui ont lieu à cette période-là. Mais alors, en fait, ces fêtes, elles ont vraiment lieu à la fin de l'hiver, donc elles sont toutes imprégnées de cette énergie poisson. Et pourtant, ça me fait fortement penser à ce que dit Dan Rudyard sur le bélier. Il dit « agneau sacrifié pour la rédemption du monde ». Et je trouve ça beau que ces fêtes et que cette union à la reine, finalement, qui vient régénérer la cité tout entière, soit en quelque sorte le passage de la saison des poissons à la saison du bélier. C'est beau. Moi, ça m'évoque aussi vraiment l'autre mythe de Cérès et Déméter. Cérès et Perséphone, pardon. Donc Cérès ou Déméter, Perséphone ou Prospérina. Et d'ailleurs, j'avais regardé, pour ceux que ça intéresse, il y a des astéroïdes, donc vous pouvez chercher les numéros des astéroïdes et ensuite les placer dans votre thème. Et justement, le jour de l'équinoxe, ils sont placés à des points clés. Le mythe, pour ceux, il est quand même assez connu, mais peut-être pour le répéter, c'est Déméter était justement la déesse du grain, Corée donc, était sa fille, et un jour était en train de cueillir, je crois que c'était des narcisses, elle cueillait des narcisses, je crois que c'est en Sicile, dans l'île de Sicile, et Hadès, Pluton, donc tous les personnages dont on a évoqué ce matin, vient capturer la fille, et donc la mère se laisse mourir de faim, elle erre à la surface du globe, donc il y a des versions un peu plus longues. Et puis, donc il y a pareil, c'est l'hiver dans le sens, il n'y a plus rien à manger, puisqu'il n'y a plus du tout de fertilité. Et finalement, donc Zeus intervient et il est décidé que Corée est devenue Perséphone puisqu'elle a croqué avant de sortir de l'inframonde la grenade, donc, qui est symbole de l'union avec Pluton, donc avec son propre bourreau, et elle devient la reine de l'invisible. Et elle passe, alors pareil, il y a différentes versions, 6 mois dans le monde du dessous et 6 mois dans le monde du dessus, où elle célèbre avec sa mère le printemps retrouvé. Et donc, pour certains, c'est 3 et 6 mois, mais c'est aussi toute cette... je crois qu'on utilisait beaucoup ce mythe pour l'alternance des saisons. C'était aussi quand même la mère et la fille étaient les gardiennes des mystères de l'Hésis, mystère initiatique tellement bien gardé qu'on sait juste que les gens qui étaient initiés n'avaient plus peur de la mort à la sortie de ces rituels d'initiation. Et ça va nous parler aussi beaucoup de ces liens d'attachement-détachement, et même parfois dans les thèmes en astrologie, on le verra peut-être plus dans la saison du taureau, mais c'est aussi tout le lien et tout notre rapport à la nourriture, nourriture émotionnelle, affective, mais même au niveau plus psychologique. Si on place ces astéroïdes et ces planètes dans un thème de naissance, on peut voir aussi tout le lien aux troubles du comportement alimentaire. Et je crois que c'est Marion Woodman qui explique beaucoup que dans les troubles du comportement alimentaire, ce qu'il y a derrière, c'est l'appel de la grande déesse. C'est justement l'appel de d'accepter aussi cette ambivalence, on pourrait dire, que tu le disais avec Dionysos, mais aussi de l'aspect de la déesse qui dévore, qui prive, qui rapatrie, et puis cet aspect aussi beaucoup plus qu'actuellement, j'ai l'impression que sur les réseaux, on parle plus de cet aspect de la déesse qui est le culte à la grande déesse dans le sens du printemps, mais il y a aussi cet aspect plus Kali, qui va couper la tête, qui nous demande de renoncer et de faire exploser les choses, donc et c'est comme dans tous ces mythes, finalement, ce qui nous lègue, c'est que dans toute célébration, comme tu l'as très bien, je trouve,
expliquer avec cette oration de Thomas que j'aime beaucoup, cette oration je sais pas si c'est cette oration du genre. Oh, écoute, on est entre nous. Comment on dit oration? Oui, je sais pas. Oration. Bon, je mélange un peu mes langues. Alors en portugais, c'est redescend. Hein, non, mais c'est Mercure en poisson en carré à Mars en Gémeaux. J'arrive plus à parler depuis quelques temps. J'arrive plus. Oui, on a des moments. On a des moments où on n'a plus les langues. Non, mais que toute célébration vient avec une forme d'intégrer la mort, d'intégrer l'obscurité. Ouais. Et finalement, on n'arrive même plus à dissocier, comme tu le disais, pour ce qui est devenu le carnaval. Finalement, tout est inversé, en fait. Et donc, c'est le moment, en fait, l'équinoxe de printemps, où en fait Perséphone, elle remonte à la surface. Et elle retrouve sa mère. Hein, elle retrouve sa mère, et on disait que si un enfant était né de l'union, l'enfant était divin. Donc, il y avait cette célébration, en fait, du retour du printemps. Et l'hiver était le moment qu'elle passait, finalement, avec Hadès, qui est dans un premier temps, après on peut le lire, je trouve, dans plein de dimensions, parce que finalement ça peut être aussi le passage de jeune fille à femme, où au début c'est le bourreau, tu vois, elle est un peu victime finalement de l'ombre, et puis elle devient ensuite reine de l'invisible, et c'était une des seules, je crois, avec Mercure, qui était autorisée à aider les âmes aussi à passer de l'autre côté. Hein. Donc il y avait vraiment cette alternance des cycles, et elle nous rappelle aussi, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler au prochain épisode, toute cette question cyclique aussi, hein, d'accepter le cycle, je trouve, qui est très lié au signe du taureau, mais quelque part, les signes s'entrelacent et dansent ensemble. Donc, Mais ce qui est très très beau là, c'est que je trouve que dans les aspects astrologiques de cette saison, on a à la fois Pluton qui est là, comme tu nous as expliqué aussi, Sophia, et puis on a Chiron Vénus, donc c'est en quelque sorte cette blessure d'injustice qui peut être liée au bourreau et à la violence en bélier. Ouais. Donc, et puis le bélier, Puis le bélier avec l'identité, c'est-à-dire passer de Corée à Perséphone aussi, et puis donc de se retrouver en fait quelque part. Ouais. Pour rester encore dans les mythes par rapport à l'équinoxe. Alors en fait, l'équinoxe et puis le signe du bélier m'ont fait penser à Eros en fait. Eros, le dieu du chaos primordial par contre. Oui, il y a plusieurs Eros. Voilà. Même si je pense qu'il y a un lien entre eux, mais ici, voilà, c'est vraiment cette idée de chaos d'où tout provient et auquel on retourne de manière cyclique pour nous ressourcer, pour redéfinir, pour réinventer. Lorsqu'un chaos s'invite dans nos vies et vient la bouleverser, mais aussi permettre donc de reprendre un nouveau cycle. Donc, c'est l'idée de début de toute chose, de début de la vie, bien sûr, mais aussi de début de tout projet, de toute relation, etc. Il y a dans cet Eros-là, Eros du chaos primordial, et dans l'énergie de l'équinoxe et du bélier, je trouve l'incarnation du désir dans nos vies. Tout est mis en mouvement par le désir, par la pulsion de vie. Il suffit de se balader dehors et de voir que les fleurs sont en train de percer la terre avec force parce qu'elles ont ce désir de venir goûter aux rayons du soleil, de se renouveler, de renouveler le cycle de vie de l'espèce à laquelle elles appartiennent. Et donc aussi, on le voit chez les animaux, pareil pour tous ceux qui s'attachent entre nous, ceux d'entre nous qui s'attachent à la force de vie, mais qui savent aussi que dans la force de vie, il y a bien sûr la force de mort. Donc sans mort, pas de vie. Alors peut-être que l'une des méditations liées à l'équinoxe, en tout cas pour moi, est celle-là. Qu'est-ce qu'il nous faut développer pour ressentir ou revenir de nouveau vers un équilibre, vers une harmonie, et intensifier une liaison personnelle avec l'idée de mouvement, de vie, de mort, chaos primordial qui se renouvelle sans cesse et qui est créateur, bien sûr, à la fin de vie. C'est vraiment cette idée-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup, comme tu disais, Caroline, de toute cette énergie de
renouvellement et puis de cette déesse qui, on la voit beaucoup plus sur les réseaux d'une certaine manière, mais on oublie que pour être cette déesse-là, il a fallu couper quelque chose avant. Oui, exactement. Et puis, ce que tu dis, je trouve que ça renvoie aussi à l'idée d'une complexité de l'expérience et de voir l'expérience que nous propose le zodiaque et les 12 signes comme un cœur et qui pulse non pas comme 12 signes qui seraient un système figé, mais qui sont des symboles vivants, organiques, qui ont été nourris depuis la nuit des temps par des images et des expériences. Et à ce moment de l'équinoxe, on arrive à l'équilibre, à une tentative d'équilibre, puisque finalement, dès qu'on passe l'équinoxe, on est déjà dans un nouveau déséquilibre entre l'ombre et la lumière. Et donc finalement, c'est un signe, comme peut être être la balance, de tous les paradoxes, et où il faut où un principe va prendre le dessus sur l'autre, mais l'autre demeure encore très présent dans notre inconscient. Et c'est avec cette réalité vivante, mouvante, qu'il faut composer. Et je trouve ça, je trouve que ça nous rappelle avec force, avec puissance à la beauté de ces symboles vivants en action, mis en mouvement par ce cœur qui pulse en permanence. Oui, ça me fait penser à cet espace-temps entre les signes mutables et les signes cardinaux. Oui. Où on est sans cesse entre cette vie et la mort. Il y a quelque chose de régulateur, en fait. Réguler quelque chose pour retrouver de nouveau une harmonie et aller couper ce qui était en trop pour revenir vers cette harmonie. Oui, c'est important, oui. On termine avec nos coups de cœur pour cette saison du Bélier. Et je vais commencer, tiens. J'ai envie de... Alors, ce que l'on n'a pas rappelé, c'est que célébrer l'équinoxe, c'est souvent lié à la fête païenne, la fête païenne d'Ostara. Bien sûr. On ne voulait pas vraiment... comment dire, s'apesantir sur ça parce que c'est peut-être la référence la plus connue. Mais finalement, c'est quoi en fait? C'est le retour de la déesse sous son visage de jeune fille, de jeune fille et d'amante. Donc c'est en quelque sorte ce que l'on a dit autrement avec un autre mythe, celui soit de la reine ou de Perséphone. Finalement, tout ça relève de la même réalité. Et alors, mon coup de cœur, c'est une mini-série danoise de 6 épisodes qui s'appelle Equinox, sans E à la fin, et que l'on a vu, que l'on est plusieurs à avoir vu, et qui revisite ce mythe d'Ostara dans une ambiance de thriller psychologique teinté d'un peu de fantastique, on pourrait dire, et qui fait la part belle à ces archétypes poisson, bélier. Il y a aussi beaucoup de l'archétype du scorpion, il me semble. Vous trouvez ça sur Netflix et peut-être ailleurs, mais c'est une série qui est produite par Netflix. Et je vous fais juste un petit résumé. C'est des lycéens qui fêtent le bac et qui s'évanouissent en pleine nature un beau matin, un soir de l'année 1999. Ils laissent aucune trace. On retrouve simplement 3 rescapés qui se souviennent de rien. Et puis, la série se passe de nos jours, en 2020. Astrid, la sœur d'Ida, une des disparues, reçoit un message inquiétant de la part d'un des survivants et elle reprend l'enquête de la police qui n'avait jamais abouti. Et donc, elle va à la fois revivre des traumatismes de son enfance, mais c'est bien plus que ça. C'est une quête justement sur cette fête d'Ostara. Et je crois que cette série, elle peut vous permettre de comprendre ce que l'on essayait de vous dire, de cet équilibre entre les forces de lumière et les forces d'ombre qui sont celles des fins et des commencements. Alors peut-être pour rester en Scandinavie, parce que cette série, elle est danoise. Voilà. Ouais. Moi, je vais parler... mon coup de cœur à moi, c'est
c'est Ilma af Klint, une peintre suédoise, donc cette fois. Et donc j'ai regardé, enfin, j'ai une petite obsession depuis quelque temps pour ces peintures. Enfin, c'est une scorpion, elle, donc moi aussi. Donc, il y a quelque chose qui se parle entre nos thèmes, je pense. Et en fait, il y a un documentaire qui est sorti sur elle et que je traquais depuis un moment, mais qui n'était pas disponible pour la France. Et là, maintenant, ça y est, il l'est. Et donc, je l'ai regardé l'autre soir et voilà, je l'adore. Et juste pour résumer, c'est que Ilma af Klint, donc peintre suédoise de la fin du 19e, en fait, elle a réalisé de nombreuses peintures abstraites qu'elle avait canalisées à une époque où personne n'avait encore peint de cette manière-là. Son travail, en fait, il est resté secret et c'est elle-même, en fait, qui avait demandé à ce qu'il ne soit révélé que 20 ans après sa mort. Et en fait, le jour où on a pris connaissance de ses œuvres, en fait, le monde de l'art, le monde de l'art abstrait, il a été bouleversé quand même d'une certaine manière parce qu'en fait, jusqu'à dans les années 80, on croyait que c'était Kandinsky qui avait été considéré comme le pionnier de l'art abstrait, mais en fait, il fallait compter avec Ilma parce qu'en fait, elle avait peint ses peintures avant lui. Et donc voilà, ça raconte cette histoire-là, un peu aussi le fait que ce soit une femme, et puis peut-être que voilà, ça aussi, ça compte, pourquoi elle n'a pas été plus reconnue avant. Mais voilà, je trouve que c'est un documentaire super intéressant. Juste pour dire, elle avait son soleil en scorpion dans une opposition à Pluton. Et elle avait aussi une très belle conjonction Mars-Neptune en bélier, justement. Donc, qui vient mettre bien en avant ce mouvement pionnier dans l'art et aussi par le biais très certainement de son approche spiritualiste et spiritiste aussi, voire symbolique. Donc voilà, un super documentaire à louer ou alors à acheter sur la plateforme vimeo.com. En tout cas, c'est la seule à ma connaissance, qui propose le documentaire. Qui est, je crois qu'il est à moitié en allemand, en anglais, mais il y a des sous-titres en français. On peut les mettre en français, donc pas de souci. Voilà. Super. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est un livre, Divine blessure de Jacqueline Quelin. Et ce que je pensais pour introduire le livre, c'était plus lire le début. Oui, avec plaisir. Ça vous va ? Ok. Donc, c'est l'introduction, en fait. Hein, c'est vraiment la première page. Aucune vie intense n'est exempte d'épreuves. Aucun cœur aimant n'échappe à la brisure. Plus haut vole le désir, plus il est menacé. Et toute âme noble se voit en ce monde meurtrie et injuriée. L'honneur de l'être humain est de se relever, non de se plaindre, non de se résigner. La grandeur d'un héros se reconnaît à ce qu'il subit des coups mais refuse la défaite. Aucune plaie ne le fait renoncer à sa liberté. Qu'elle apparaisse sous forme de déchirure d'amour, de beauté ou de douleur, la blessure a pour sens d'ouvrir à l'homme à l'inconnu, voire à l'illimité. Et d'abord, elle rappelle que toute grande rencontre laisse une trace ineffaçable et que la grâce d'être touché au cœur désigne, élit même l'être véritablement vivant. Donc voilà, c'est un... Enfin, je trouve que ce livre, il se passe même de mots tellement oui, c'est beau. Mais il est magnifique parce qu'il... j'aime beaucoup Jacqueline Quelin parce qu'elle prend toujours un peu le contre-pied du développement personnel qui chercherait à nous améliorer. Elle nous rappelle toujours finalement de l'amour, la blessure comme une voie spirituelle, une quête d'élévation et sans pour autant la nier, sans pour autant chercher à la masquer. Et il y a une référence, parce qu'elle était prof, je crois, enfin elle était sur France Culture, hein, donc il y a tous les mythes, il y a toutes les références, il y a des poèmes, il y a vraiment, elle fait vibrer cette... je crois que j'ai pratiquement lu tous ses livres et elle fait vibrer. Et moi, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais avec Chiron, moi j'ai un thème beaucoup de Chiron, et elle a écrit un livre qui s'appelle La fin de l'âme, F-A-I-M, de l'âme. Et quand j'avais 14 ans, je l'ai lu, et je lui avais écrit, et elle m'avait répondu, et pour moi, c'était 2-3 lettres hein, qu'on avait échangées, mais c'était, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique dans son... Voilà. Donc je recommande ce livre particulièrement en lien avec ce qu'on a évoqué, mais j'allais dire toute sa bibliographie est magnifique.
et je vais m'empresser d'aller me procurer ce livre. Je pense Oui, que ce sera très utile pour les énergies. Alors, de celui-là, Bélier. il est Albin Michel, mais je crois qu'il y a aussi la version maintenant Oui, En j'en ai un poche. plus petit, ouais. En Ouais, il y poche. en a un plus poche, hein, parce que ceux-là, ils sont Mm. toujours un peu plus... Non, mais ces livres sont géniaux. ils sont La vraiment nuit, beaux. La nuit, Ah il oui, est la nuit. génial. Celui sur la solitude aussi, toujours à Oui, contre-courant, bien la sûr. solitude. Oui, il y Ah, en mais a la aussi... solitude, mais oui. Et oui. Oui, il y Mais a un oui, livre c'est sur la Jean solitude. Il y Jacquin. en a aussi sur le printemps, le rire et les larmes, d'ailleurs, qui pourrait être aussi... Alors, j'essaye de choisir des livres que j'ai au Guatemala, mais il y en a certains en France. Oui. Et Oui, alors, redis-nous son nom et le titre du livre. Alors, c'est Divine Blessure et c'est Jacqueline Kellen ou Quelin, je sais pas, j'espère que je prononce bien. Aux Super. éditions, celui-là, il est aux éditions Albin Michel. Génial. Et on vous remettra très certainement dans notre newsletter ces quelques références. Oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter. Pour cela, il vous suffit d'aller sur alchimieduciel.com/2021. Et là, vous vous inscrivez et en cadeau, vous recevez aussi, si ce n'est pas encore fait, notre livret astrologique 2021 que nous avions conçu pour vous. Quelques petites informations, quelques changements concernant notre page de dons. On avait lancé un Patreon avec différents niveaux de contribution et on n'a pas été totalement convaincu par ce fonctionnement et donc on a fermé la page. À la place, on vous propose une page Tipeee, TIP3E. C'est une plateforme de financement participatif dédiée aux créateurs de contenu. Ça a été créé par une start-up et on trouve ça plus intuitif et cela facilitera aussi l'accès et donc en nous laissant un tip, un pourboire, vous nous permettez de pérenniser ce rendez-vous que nous vous proposons gratuitement et d'assumer les coûts de production liés à notre podcast. Et donc, il vous suffit de vous rendre sur notre page Tipeee. On mettra les liens en description ou alors tout simplement en allant sur Tipeee et en tapant Alchimie du ciel. Vous décidez vous-même du soutien que vous souhaitez nous accorder à partir de 1 euro. Et si vous souhaitez approfondir les aspects astrologiques et être accompagné semaine après semaine dans ce cheminement, on vous propose chaque semaine, à tour de rôle, un petit texte qui vous permet d'intégrer les énergies du moment. Donc, rendez-vous sur notre page Tipeee. Laissez-nous un commentaire et puis bien sûr, parlez de nous autour de vous. C'est la meilleure façon de nous faire connaître. Et merci beaucoup. Merci. J'étais très heureux de cet épisode avec vous, Sophia et Caroline. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.